Bien. On passe au petit 3 du grand 3, petit a. Il faut que le travailleur conserve l'initiative intellectuelle du travail. Donc ici, on va voir un texte de Marx, issu du Capital. Si vous avez lu tout le texte, vous constatez que son problème ici, c'est de distinguer le travail humain du travail animal. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité du travail humain, ou est-ce que, au contraire, on doit employer le mot travail dans le même sens, pour par exemple ce que font l'araignée ou l'abeille, et d'autre part ce que fait l'homme. Alors, vous constatez que le premier effort de Marx dans ce texte, c'est de déterminer ce sur quoi ne porte pas la différence entre travail humain et travail animal. Il commence par remarquer, premier point, que c'est pas la perfection de l'ouvrage qui distingue le travail de l'animal et le travail de l'homme. Vous voyez, il dit, une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habilité de plus d'un architecte. Donc ça veut dire que les produits que font les animaux en travaillant, en exerçant leurs facultés, ont dans l'absolu, du point de vue fonctionnel, rien à envier à ce que produit l'homme avec ses outils et avec sa technique. C'est-à-dire que on aurait tort de dire que, par exemple, le bâtiment qui est produit par l'architecte serait plus parfait, serait plus réussi que la ruche produite par l'abeille. Alors ici, en l'occurrence, Marx prend justement l'exemple de l'abeille. Si vous avez déjà vu une ruche, vous remarquez que la ruche, elle va être faite d'hexagones absolument parfaits. Géométriquement, c'est irréprochable. Et non seulement les cellules sont parfaites, mais elles sont agencées d'une façon optimale. Parce que vous remarquez qu'il n'y a aucune perte d'espace de cellule à cellule, ce qui est peut-être une raison du... Alors, je sais pas s'il y a eu un choix de l'hexagone, mais en tout cas l'hexagone est une bonne forme parce que ça permet de coller ensemble en diagonale les différentes cellules de façon à ce qu'on optimise l'espace et ce qu'on on perde euh, on perde pas d'espace entre les différentes cellules. Ce qui aurait été le cas par exemple si les cellules avaient été circulaires. Hein, si vous mettez 4 cercles collés les uns contre les autres, bah, vous avez un centre dans lequel il n'y a rien et donc vous perdez de l'espace. Donc voilà, quand vous considérez une ruche, vous remarquez que c'est architecturellement optimal, c'est irréprochable. Donc c'est pas du point de vue de la perfection du produit, ou de la perfection de l'ouvrage, que se trouve la différence entre le travail humain et le travail animal. Deuxième point que Marx ne fait pas explicitement, mais qu'on pourrait tirer de son propos aussi, c'est l'idée que la différence ne se trouve pas non plus au niveau du but poursuivi par le travailleur. C'est-à-dire que aussi bien l'homme que l'animal travaillent dans un certain but, qui est de satisfaire des besoins. Euh, Si l'abeille fait ses cellules de cire et construit sa ruche, c'est évidemment pour se protéger et pour loger toute la progéniture de la reine, qui deviendra la prochaine génération d'abeilles. Et donc c'est exactement la même fonction que la maison que construit l'homme, qui sert essentiellement à le protéger contre les éléments et éventuellement à abriter sa descendance, sa famille, ses enfants, etc., etc. Euh, on peut aussi reprendre l'exemple de l'araignée que prend Marx. Pourquoi est-ce que l'araignée tisse une toile? C'est pour attraper ses proies. Vous savez que c'est le but principal, c'est pour faire en sorte que les petites mouches et les moucherons se collent dans la toile, et ensuite l'araignée vient les dévorer. Bon, on peut tout à fait comparer ça au piège que tend le chasseur. Bon, quand vous mettez un piège à ours ou un piège à lapin, le but c'est de finir par vous nourrir de ce que vous attrapez. Alors, dans le cas du piège à ours, je pense pas qu'il y ait des gens qui mangent des ours, mais on peut utiliser certaines parties de l'ours comme sa peau par exemple, pour fabriquer des vêtements, des couvertures, ce genre de choses. Donc, dans les deux cas, dans le cas du travail animal comme dans le cas du travail humain, on a une activité qui vise à satisfaire certains besoins. Alors, du coup, quelle est la différence entre les deux? Marx commence à répondre à la question ligne 3, je relis à partir de la ligne 3, hein. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Je continue. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Elle est là la différence. La différence, c'est que l'homme pense son travail avant de l'effectuer. Il va construire une image mentale du but qu'il veut atteindre avant de mettre son travail en œuvre. Alors que l'animal, on peut tout à fait supposer qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait,
qu'il obéit simplement à l'instinct qui le meut, et que il va travailler, alors j'emploie un adverbe un peu bizarre, il va travailler somnambuliquement. C'est un adverbe que j'emploie à Bergson, qui s'intéresse aussi enfin, Bergson, philosophe français fin 19e, début 20e, qui s'est aussi intéressé à cette question du travail animal, est-ce que les animaux travaillent? Et justement, Bergson va avancer l'idée que les animaux travaillent comme des somnambules, au sens où justement ils ne font pas ce travail de conceptualisation qui consiste à penser le résultat auquel on veut parvenir avant de commencer à travailler. Alors, micro-parenthèse, je sais que quand je parle de la pensée animale, il y a toujours une levée de bouclier, parce qu'on me répond le plus souvent, mais monsieur, qu'est-ce que vous en savez, si les animaux y pensent ou pas? Si ça se trouve, les chiens y réfléchissent, les abeilles y réfléchissent, et tous ces animaux communiquent dans une langue qu'on ne comprend pas, mais qui serait quand même une langue. Alors, dans cette objection, il y a deux thèses bien différentes. Cette objection, elle dirait que l'animal pense et que l'animal parle, dans les deux cas dans le même sens que l'homme. Euh, je peux pas y répondre tout de suite. J'essaierai de faire des capsules vidéo sur la religion et sur le langage. Je ferai des petites capsules d'une grosse demi-heure sur ces deux notions. Et j'essaierai de répondre vite fait à cette question-là, savoir ce qui distingue finalement la communication animale du langage humain. Et éventuellement une forme de pensée animale. Voilà, c'est ce qui la distingue de la pensée humaine. Donc pour l'instant, j'y réponds pas. Je pars du principe que les animaux ne pensent pas, en tout cas pas dans le sens où nous pensons. Hein. Euh, et donc, pour revenir à l'idée de Marx, l'idée c'est que voilà, le travailleur va penser son travail avant de le faire. Et ça me permet d'aboutir à une remarque importante, c'est que finalement, le texte de Marx nous montre qu'on a tort d'opposer le travail manuel et le travail intellectuel. En tout cas, on a tort de transformer cette opposition en opposition tranchée. Parce que dans la plupart des métiers manuels, finalement, vous avez quand même une composante réflexive. Vous devez quand même, avant de commencer à travailler, penser votre ouvrage, c'est-à-dire finalement concevoir ce que vous allez créer. Vous devez réfléchir aux moyens que vous aurez de construire l'objet que vous voulez construire. Par exemple, dans le cas de la menuiserie, vous devez réfléchir aux outils que vous allez employer, la scie, le marteau, la perceuse, etc. Donc, même dans le cas des métiers manuels, du moins de certains métiers manuels, on a justement cette précédence de la pensée sur l'effectuation du travail. Donc, ça veut dire que effectivement, dans le travail humain, il y a d'abord un concept et ensuite une mise en route du travail. Mais c'est le concept qui vient en premier. Vous voyez par exemple que dans l'architecture, puisque Marx parlait tout à l'heure d'architecture, on commence par se demander ce qu'on veut construire, et donc par dresser des plans, par calculer les dimensions de la maison, par se demander quel genre de matériaux on va employer, avant de commencer justement à construire. Donc là, on a un très bon exemple de l'idée que le concept précède le travail pour l'homme. Une bonne preuve de ce qu'avance Marx, c'est le fait que le travail humain change de produit et change de méthode dans l'histoire. Pour rester dans le domaine architectural, vous voyez qu'entre les maisons qu'on construisait à l'époque de Jésus, exemple que j'ai déjà pris par ailleurs, et les maisons qu'on construit aujourd'hui, il y a une grande différence. Différence dans les matériaux utilisés, dans les méthodes employées, dans le genre de machines qu'on peut utiliser, enfin bref, différence totale, différence radicale. Différence esthétique aussi. C'est-à-dire que les règles de beauté qu'on va mobiliser pour dire qu'une demeure est réussie ou pas, bah, elles sont évidemment différentes à l'époque du Christ et à la nôtre. Donc, finalement, cette variation historique dans les produits du travail et les méthodes du travail, elle n'est possible que parce que nous commençons par réfléchir à ce que nous faisons. Et par nous dire, ah bah tiens, jusqu'ici j'ai fait les choses comme ça, mais je peux les faire autrement. Je peux changer ce que je fais. Évidemment, cette idée de variation, de changement, elle est impossible si on réfléchit pas à ce qu'on fait. Elle est impossible si on est entièrement dirigé par l'instinct. Et de fait, je sais que j'ai déjà fait cette remarque, mais là elle est aussi pertinente, quand vous comparez les ruches je sais pas, de l'époque des pharaons et les ruches de notre époque, elles sont sensiblement les mêmes. Hein. Les abeilles n'ont pas changé de méthode, elles n'ont pas changé de but. Donc, ici ce que je veux dire, c'est que le fait que nous changions, que nous modifions nos méthodes de travail, nos façons de travailler et les produits
que nous faisons en travaillant est un bon indice du fait qu'il y a cette étape réflexive avant le travail, hein. En fait, c'est cette étape réflexive qui va rendre possible les variations historiques dans le travail. Je continue le texte. Ligne 5, donc je suis à la fin de la ligne 5. Marx nous dit, ce n'est pas qu'il, alors il c'est le travailleur humain bien sûr, hein, ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. Alors ici, Marx donne une deuxième différence entre le travail humain et le travail animal. On pourrait avancer que le travail animal consiste simplement à modifier une partie de la nature. C'est-à-dire que quand l'abeille va prendre du pollen et va en quelque sorte le vomir pour en faire du miel, oui, le miel c'est une sorte de vomi d'abeille, euh, elle va se saisir d'une réalité naturelle, le pollen, et elle va transformer cette réalité par l'action de son corps. Bon. Mais ce que veut dire Marx, c'est que cette opération-là, elle va pas changer l'abeille, elle va pas modifier l'abeille. C'est là toute la différence avec le travail humain. Le travail modifie l'homme. Le travail change l'homme. Pourquoi? Parce que le travail force l'homme à retarder son désir pour arriver à ses fins. Par exemple, lorsque vous avez faim et que vous êtes dans une forêt, vous avez deux possibilités. La première, c'est de chercher à satisfaire votre faim le plus vite possible en allant cueillir un fruit qui pend d'un arbre et en mangeant ce fruit. Là, vous n'aurez plus faim. Alors, il y a un point positif, c'est que vous avez satisfait votre besoin et pour l'instant ça va. Mais la faim va revenir. Et vous ne savez pas si vous trouverez d'autres fruits à portée de main pour satisfaire à nouveau votre besoin. Donc la deuxième option, c'est de trouver une méthode qui permettra de garantir la satisfaction de votre besoin sur une longue durée. Cette deuxième méthode, ce sera évidemment l'agriculture. Ça consistera à renoncer pour l'instant à satisfaire votre désir, à prendre une pomme ou une graine de pomme, à planter tout ça dans le sol, à attendre un petit peu, à travailler la terre, de façon à ce que vous ayez un verger. Et de cette façon, vous avez un contrôle accru sur les moyens dont vous disposez pour manger à votre faim. Donc, dans cet exemple de l'agriculture, on voit que travailler, ça consiste à retarder la satisfaction d'un besoin. Je vais pas me satisfaire tout de suite, je vais pas céder tout de suite au désir, je vais attendre un petit peu, dans l'espoir de pouvoir satisfaire mon désir plus facilement et plus profondément dans l'avenir. Vous voyez? Il en va de même, au fond, quand vous faites vos devoirs au lycée. Alors, je sais que j'ai dit qu'au lycée, ce n'était pas du travail à proprement parler, même si bon, il y a quand même un sens à utiliser cette expression. Mais au fond, quand vous rentrez chez vous tous les soirs, vous avez le choix entre allumer votre console de jeu et faire vos devoirs. Euh, on peut interpréter ce choix comme un dilemme entre la satisfaction immédiate du désir et la satisfaction retardée du désir. Ou bien vous cédez immédiatement à votre impulsion qui consiste à jouer à la console, mais dans ce cas-là, vous ne savez pas si vous réussirez votre année, vous ne savez pas si vous obtiendrez un métier satisfaisant avec un salaire satisfaisant, et donc au fond, vous ne savez pas combien de temps vous pourrez continuer à jouer à la console. Donc vous vous garantissez pas la satisfaction du désir sur longue durée, sur le long terme. Alors que si vous choisissez de vous dire, bon, pour l'instant, je mets de côté mon désir, je vais me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, à savoir taffer un peu, faire mes devoirs, faire des maths, etc. Dans ce cas-là, vous augmentez vos chances d'avoir un métier qui vous convient, avec un salaire satisfaisant, et peut-être, sur le long terme, de pouvoir jouer plus longtemps à la console, sans vous retrouver à la rue, ou sans vous trouver dans la nécessité de vendre votre console de jeu pour payer votre loyer. Donc vous voyez, quand je travaille, je fais triompher la volonté sur le désir. C'est ça que veut dire Marx. C'est-à-dire, je me force à m'obéir à moi-même. Parce que, en fait, même quand je travaille, j'ai pas envie de travailler. Hein. Bon, là en l'occurrence, ça me fait plutôt plaisir de faire ces vidéos pour vous. C'est un changement d'atmosphère, c'est plutôt rigolo. Mais en général, quand je travaille, j'ai pas envie de travailler. Ce dont j'ai envie, c'est l'état auquel le travail va me permettre d'aboutir.
Et c'est pour ça que Marx vous dit, hein, euh, dans le travail, avant-dernière ligne, le travailleur doit subordonner à son but sa volonté. C'est qu'en fait, dans le travail, je me fixe un but et je dois plier ma volonté à ce but. Par exemple, quand je veux construire un meuble, euh, je dois plier ma volonté à l'effort que je dois faire pour construire le meuble, aux méthodes que je dois employer pour clouer les planches les unes sur les autres, sans que le meuble finisse par se casser la gueule. Donc ça veut dire que, évidemment, dans un sens superficiel, quand je travaille, je ne fais pas ma volonté, je peux le ressentir comme une contrainte, mais en réalité, je fais bien ma volonté, puisque c'est moi qui fixe le but de mon travail. C'est moi qui décide de construire un meuble, c'est moi qui décide de faire X ou Y. Donc, ce que veut dire Marx, c'est que, au fond, il y a toujours des façons relativement aisées, toujours plutôt faciles et immédiates de satisfaire nos désirs, mais elles ne permettent pas de satisfaire nos désirs sur le long terme ou de garantir la satisfaction du désir. Or, le retardement du désir par le travail, c'est quelque chose qui va nous modifier, qui va nous changer, qui va justement nous rendre patients, endurants, et qui va nous apprendre justement la gestion du désir. Travailler, c'est apprendre à gérer ses désirs aussi. Et c'est ça que veut dire Marx. Quand il dit finalement, ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, ligne 5-6, ça veut dire que le travail ne modifie pas seulement la nature, il modifie d'abord le travailleur. L'homme se change lui-même, se modifie lui-même en travaillant. Il va former sa nature. Il va passer de euh, l'impulsivité ou l'hédonisme à la patience et l'exercice justement du retardement. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte pour notre leçon? Ici, l'idée, c'est que le travail proprement humain, c'est le travail dans lequel le travailleur peut penser ce qu'il fait. Il peut concevoir à l'avance les méthodes et le produit qu'il va effectuer. Et ce que veut dire Marx, c'est que si vous privez le travailleur de cette couche réflexive, alors vous produisez quelque chose qui s'apparente à un travail animal. En fait, si vous exigez simplement un mouvement répétitif du travailleur, comme c'est le cas à l'usine, ou comme c'est le cas dans bien des postes de cadres supérieurs qui se contentent d'envoyer des mails vides de sens pour vendre des produits, bon bah là, vous n'avez pas, enfin, vous privez le travailleur de la pensée de son travail. Et c'est vraiment cette complémentarité entre le travail pensé et le travail réalisé qui définit le travail humain. Si vous n'avez pas ces deux jambes sur lesquelles va s'appuyer le travail, si vous avez seulement la deuxième jambe qui est l'exécution, alors vous avez un travail inhumain, un travail animal. Et on pourrait utiliser Marx justement pour cette leçon, dans le sens où on pourrait lui faire dire que le but du progrès technique, ça doit pas être d'animaliser le travail, comme on le voit dans l'usine, où justement la prééminence des machines réduit le travail humain à un travail animal. On devrait au contraire l'utiliser pour soustraire au travail ce qu'il a d'animal. Finalement, pour déléguer à la machine toute la composante exécutive, et pour réserver à l'homme toute la composante intellectuelle et réflexive. C'est ça la direction qu'on devrait imprimer au progrès technique. Et si on arrivait à faire ça, effectivement, on pourrait dire que le progrès technique produit un travail libre. Non pas nous libère du travail, mais produit un travail libre. Parce que dans ce cas-là, dans cette phase de réflexion et de planification, l'homme est réellement libre. Puisqu'il va choisir justement ce qu'il produit, la façon dont il produit, les outils qui seront employés pour produire, et ensuite la production elle-même pourrait être déléguée à la machine. Et donc, ici, l'idée, c'est que le travail devient inhumain quand il devient abstrait. Quand on prend qu'une des deux jambes du travail. Finalement, quand le travail devient unijambiste, il devient inhumain. Il faut garder ces deux jambes, et idéalement, si on le peut, euh, alors, il faut y réfléchir, idéalement, si on le peut, conserver simplement la planification et l'exécution. Alors, justement, on peut se poser cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'il est souhaitable de conserver seulement le travail intellectuel et de renoncer au travail purement exécutif? C'est pas certain, même pour Marx. C'est pas certain. Parce que justement, dans le texte qu'on vient de lire, il défendait l'idée que le travail transformait le travailleur, et que cette idée de retardement du désir, c'était plutôt une bonne chose. C'était formateur pour l'homme. Donc finalement,
Quand je disais il y a 10 secondes, idéalement, on devrait réserver à l'homme la partie de planification et conserver à la machine la partie d'exécution. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, pas forcément. Il faut que l'homme continue à se servir de son corps dans son travail. Mais si on veut vraiment respecter la pensée de Marx, ce qu'on doit dire, c'est que la partie exécutive ne doit pas être séparée de la partie de planification, de la partie de réflexion. Voilà. Là, on respecte vraiment l'idée de Marx. Donc voilà, ça c'est la première condition pour que le progrès technique n'asservisse pas le travail, c'est que finalement, on laisse au travailleur la possibilité de penser son travail avant de l'exécuter. Et on voit que justement, tous les métiers ingrats que nous voyons apparaître à notre époque, ces métiers qu'on dit ubérisés, ce sont justement des métiers où le travailleur n'a pas la possibilité de penser son travail, où toute la pensée est quelque part contenue dans les machines. Par exemple, le travailleur qui bosse chez Amazon, qui va travailler à déplacer des paquets ou acheminer des paquets, tout le travail de planification est dicté par des machines et pensé par des algorithmes. Hein. Donc finalement, on va avoir une séparation radicale dans la division du travail entre l'ingénieur qui va coder l'algorithme qui distribue les paquets, qui les achemine sur des chaînes de montage, qui les envoie dans différents entrepôts, et le travailleur dont la seule tâche va être finalement de garnir les paquets ou de les déplacer d'un point A à un point B. Mais c'est justement cette division du travail-là qui va être critiquée par Marx. Finalement, le problème n'est pas la division du travail en elle-même, le problème est la division du travail qui va séparer radicalement les différentes facultés humaines, qui va séparer radicalement la pensée du corps. Là, on a un problème. C'est la même chose pour les livreurs Deliveroo, les livreurs Uber Eats. Dans ce genre de métier, on a une séparation radicale entre la pensée et l'exécution, puisque la pensée est assurée par la machine. Hein. Le livreur, il a un petit GPS qui lui dicte exactement le chemin qu'il doit suivre pour livrer le repas, et le travailleur n'a plus qu'à conduire sa moto, son vélo ou sa voiture pour acheminer la nourriture. Donc là, encore une fois, on a pris la mauvaise direction dans le progrès technique, on a donné la pensée à la machine et l'exécution à l'homme. Donc on prive le travailleur d'un travail véritablement humain. Alors ça, c'était la première condition. Dans la vidéo suivante, on verra la deuxième condition, à savoir que pour que le travail puisse être dit véritablement libre, il faut que le travailleur puisse se reconnaître dans son ouvrage.